Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Un peu en retard, mais on va parler de cette finale. Le Paris Saint-Germain a gagné sa première Ligue des Champions de son histoire. Et avec la plus grande domination qu'on ait vue dans une finale. Générique. Ah oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Paris qui a remporté la finale. Ensuite, on parlera du projet parisien globalement depuis l'arrivée de Luis Campos, déjà avec Christophe Galtier, mais surtout depuis Luis Enrique. C'est le sujet principal qu'on a entendu cette saison. On va en parler. On en avait déjà parlé quasiment à chaque match du Paris Saint-Germain en Champions League cette saison. Et au final, on parlera quand même du perdant de l'Inter. Est-ce qu'ils ont été nuls? Est-ce que c'est le PSG qui était trop fort? Est-ce que c'est un mélange des deux? Vous aurez nos réponses en fin d'émission. Malik, si tu me le permets, de toute façon, t'as pas vraiment le choix. Je vais commencer par parler de ce match. Si vous me voyez regarder sur le côté, ne soyez pas choqués, c'est parce que j'ai pris des notes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et j'ai envie de rien oublier. On a tellement souffert, toutes ces défaites, toutes ces humiliations, et là, le Paris Saint-Germain qui gagne enfin une Ligue des Champions. Et de quelle manière? Et de quelle manière? Avec ça. Je peux juste te couper juste comme ça on voit ton maillot parce qu'on voit pas dans la vidéo. Ok, ouais. Montre bien. Voilà. C'est à vie, c'est éternel. Celui avec l'étoile arrive incessamment sous peu. Et ça va être phénoménal. Je vais essayer de me retenir de pleurer. Vous voyez, j'ai des petits yeux. Déjà, parce que je ressemble à un Asiate, mais aussi parce que l'émotion a pris le dessus sur ce week-end. Mais ouais, pour revenir sur le match, parce qu'on aime ça, on aime parler de football, et on a aimé le match qu'on a vu. C'était une domination totale. C'était une équipe qui arrivait à son paroxysme sur tous les plans de jeu, que ce soit sur l'aspect tactique, que ce soit sur l'aspect même défensif, récupération de balles, le jeu avec ou sans ballon, et aussi sur l'aspect mental. C'est une équipe qui a fait le match que j'attendais d'elle, dont on avait parlé en preview. Vous pouvez la retrouver, on la mettra en description. Cette fois-ci, sans oublier, je vous promets qu'on l'oubliera pas. On a vu une équipe faire un très très grand match. On a vu le PSG annihiler l'Inter. On en avait parlé en preview. L'annihiler tactiquement, techniquement et dans les duels. Tactiquement, parce que dans les récupérations de balles, on connaît la principale arme de l'Inter, c'était les ressorties, qu'elle pouvait faire mal, avec toujours un joueur qui vient suppléer dans les phases offensives, dans les phases où on lance le ballon rapidement vers la surface. Mais tu avais un PSG qui était préparé à ça et qui a su le maîtriser. Quand on voit aujourd'hui les récupérations hyper vite, le match de Pacho qui a été XXL, qui a su marquer un Thuram qui était l'un des seuls qui était vraiment au niveau côté Inter et qui a su le battre sur la plupart des duels, qui a su récupérer haut. Lui et Marquinhos ont fait une paire incroyable dans cette zone-là. Et aussi, surtout, le dépassement de fonction des joueurs parisiens. Il y a une action où ils arrivent quand même à faire, à donner la balle à Dumfries dans les 30 derniers mètres. Il fait un changement enfin, c'est Çalhanoğlu, je pense qu'il fait un changement de direction. Et on voit le replacement João Neves en back droit pour stopper Mkhitaryan. Tout ça, c'était préparé par le PSG. Tout ça, c'est des choses qu'on a vues tout au long de la saison du côté de cette équipe qui est venue répéter sa partition aujourd'hui. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a battu l'Inter aussi pour son côté imprévisible, qu'on loue, qu'on met en exergue du côté de Luis Enrique, ce qu'il a su amener, que ce soit dans les ressorties de balles. Moi, j'ai vu un Fabien Ruiz qui a été énormément critiqué cette saison, parfois à juste titre, parfois très injustement, qui a aidé dans ce côté-là, parce que quand tu es une équipe de l'Inter, coachée par Simone Inzaghi, qui a un pressing individuel qui fonctionne de manière exceptionnelle face à toutes les équipes, savoir le déjouer, c'était quelque chose. Et quand j'ai vu sur plusieurs séquences de jeu, à un moment Fabien Ruiz prendre la place de Nuno Mendes pour relancer le ballon, à un moment être au poste de faux numéro 9 et venir dans l'axe au poste de numéro 6 sur une seule course pour apporter le surnombre. C'est ça qui a battu cette équipe de l'Inter, c'est cette imprévisibilité, ce côté allez, marquant, ce côté tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Et tout ça a été mis en lumière sur le premier but parisien, avec un Vitinha, dépassement de fonction, qui arrive dans les 30 derniers mètres, qui distribue, Désiré Doué qui peut se permettre d'arriver, d'être ailier gauche, et de complètement, de mettre Di Marco complètement dans les vapes. Il savait plus où se placer. Et là, Achraf Hakimi n'avait qu'à venir dans la surface, plat du pied, exercice à l'entraînement. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on voit une équipe réciter sa partition. J'ai l'impression de voir
d'avoir vu tout au long de ce match des séquences de jeu qu'on voit à l'entraînement, juste les faire en match, en finale de Ligue des Champions. C'est ça qui est énorme. Parce que faire quelque chose à l'entraînement, le travailler, le faire en Ligue 1 face à des équipes qui ont 10 fois moins ton budget, qui n'ont pas ton niveau, c'est quelque chose, c'est déjà appréciable. Maintenant, le faire en Ligue des Champions face aux meilleures équipes d'Europe, les faire en finale de cette manière-là, ça a souligné. Pour continuer là-dessus, on a eu un match de Vitinha XXL, on va parler des individualités un peu tout au long. Là, je vais essayer d'être court, de faire le match en général. Mais on a une équipe qui a dominé sur tous les plans de jeu et aussi grâce à un Vitinha énorme. Parce que Vitinha était la pièce maîtresse, lui Ousmane Dembélé, de cette finale. Vitinha, quand on voit à chaque fois qu'il avait le ballon, t'avais les Joao Neves, les Fabien Ruiz, les Kvaratskhelia, qui faisaient énormément de courses à vide, énormément de travail de l'ombre, énormément de travail tactique pour libérer les espaces. Et quand tu libères les espaces à un joueur comme Vitinha, qui a été le meilleur milieu de terrain d'Europe cette saison, que ce soit dans les grands matchs ou dans la régularité, tu peux rien faire. Quand tu libères les espaces, que tu lui en donnes un peu et qui va être le métronome au milieu de terrain, calmer le tempo, accélérer, donner un long ballon quand il le faut, tu ne peux que être dangereux en attaque placée et même en attaque rapide, avec un peu le rôle de quarterback qu'il avait à rapidement lancer, rapidement faire des changements de direction, que ce soit pour Kvara, que ce soit pour Doué ou pour d'autres joueurs. Dembélé, c'est pareil. Dembélé, quand il venait se balader, il a peut-être pas fait le match qu'on imaginait, où il allait marquer un but, 2 buts, être décisif sur l'aspect but. Mais il a joué juste du début, de la première à la 90e minute. Son jeu, son ballon, son pressing constant, où il dictait où allait le pressing, ou quand à un moment, il regarde où il lui dit, toi viens, serre sur Bastoni, moi je vais serrer à Cherby, on va les bloquer, on va les obliger à jouer long, on va gagner notre duel là-bas. Ça, c'est un leader. Et là, on a connu la renaissance d'un talent, d'un des plus grands talents que le football français a connu sur ces dernières années, qui arriva au paroxysme de son football. Un joueur qui était avec beaucoup de fioriture, beaucoup d'extravagance dans son jeu, trop peu de côté décisif, de côté marquant, est devenu tout l'inverse. Un joueur qui va jouer simple dans le sens du jeu pour son équipe sans en faire trop. Et quand il touche le ballon, quand il l'amène vers l'avant, c'est pour faire très très mal. En regardant le match, puisque je l'ai regardé 2 fois depuis samedi soir, j'ai vu à quel point il a été important, que ce soit pour changer de côté, que ce soit pour dynamiser une action ou que ce soit simplement pour casser des lignes. Et ce Ousmane Dembélé là, il a été crucial. On parle de Ballon d'Or aujourd'hui pour lui. Ça va pas être un sujet qu'on va évoquer aujourd'hui, mais juste le fait qu'on mentionne son nom pour un Ballon d'Or, c'était quasi inespéré au vu de la trajectoire que prenait sa carrière. Et quand on voit sa saison qui est ponctuée avec un match stratosphérique, on ne peut que l'applaudir. Maintenant, juste pour terminer sur le point un peu mental du Paris Saint-Germain, parce qu'on a parlé du match, il y a eu aussi un aspect du jeu qui a été peut-être le plus marquant, dont je n'ai pas parlé, c'est la récupération haute, et en transition, tu fais tellement mal avec Kvara, avec Dembélé, les efforts défensifs, et quand ça pète, t'as encore l'énergie pour aller être lucide dans les 30 derniers mètres. Il y a eu beaucoup d'occasions ratées. Le score aurait pu même s'aggraver en seconde période. Et le plus important, c'est le point mental. Il y en a beaucoup qui se disaient, les gars, c'est 2-0, ils n'ont pas tué le match. Comment ils vont revenir en première période? Parce qu'à la fin de la première période, il y avait un peu un début de temps fort de l'Inter. Tu te disais, attention, une boulette de Donnarumma, un but sur coup de pied arrêté, ça peut tout relancer. On va voir en deuxième période comment ils vont rentrer, est-ce qu'ils vont arriver concentrés. Et résultat des courses sur les 15 premières minutes, le Paris Saint-Germain, c'est un des temps où ils ont créé le plus d'occasions, ils ont le plus de frappes face au but. Il y a eu la frappe de Dembélé, 2 frappes de Kvara, une frappe de je sais plus si c'est un milieu de terrain ou si c'est Désiré Doué, j'ai ma mémoire qui me fait défaut. Mais en tout cas, t'as été dominateur dans un des temps de jeu les plus importants. Et ce qui fait que cette équipe est aussi forte, c'est que mentalement, cette saison, elle a connu plusieurs scénarios. Avoir une domination totale face à Liverpool et perdre. Devoir aller à Anfield et renverser la rencontre. Les 15 minutes cauchemardesques à Aston Villa, devoir remonter le score à City alors que tu jouais ta qualification en barrage, même pas en 8e. Tout ça a renforcé le PSG mentalement. Et pour moi, le plus important, on en parlera dans le projet, mais c'est quand une équipe vient jouer sa prestation de cette manière-là, elle déroule son football,
Et ça aide énormément mentalement d'avoir quelque chose que tu prépares. Parce que la répétition efface le doute. Quand tu viens et que tu sais ce que tu as à faire, quand tu sais que ton travail c'est de faire A, B, C ou D. Pardon, je disais merci à Malik. Quand tu sais ce que tu dois faire, tu arrives, tu es déjà confiant mentalement, tu viens juste faire ton travail. Tu viens à ton poste, faire ton travail, le sublimer, et là, t'es mis dans les meilleures conditions. Et c'est là qu'on doit dire chapeau à Luis Enrique pour tout son travail et pour tout ce que j'ai cité. Et maintenant, pour conclure, parce que j'ai été très très long, je pense que ça fait déjà 10 minutes que je parle, je vais parler de l'homme du match. Désiré Doué, là je vais être moins scolaire, moins tactique, moins factuel. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Pas l'un des meilleurs jeunes du monde, mais l'un des meilleurs joueurs du monde. Cette saison, faut en être conscient. Certes, il a eu un début de saison où on l'a pas trop vu jouer, où il y avait quelques entrées. C'était pas satisfaisant. C'est sa première saison dans un grand club. Et quelle saison quand moi je vois le match qu'il fait à Anfield, le match qu'il fait contre Arsenal, la double confrontation face à Aston Villa où c'est lui qui nous remet dedans. Et aujourd'hui, sa finale où le mec, s'il sort pas la 60e, il y a un triplé. Jamais un joueur, c'est le plus jeune joueur à avoir mis un doublé dans une finale de Ligue des Champions. C'est le premier depuis Cristiano Ronaldo en 2014 à avoir mis un but et une passe D. C'est le premier joueur de l'histoire d'une finale de Ligue des Champions à être impliqué sur 3 buts. Le mec, il a joué juste tout le match. On parle, on l'a critiqué, qu'il imite trop Neymar, mais le mec, il joue juste, c'est pas forcé. Encore une fois, sa roulette pour lancer une action vers l'avant, ses appels qui sont tranchants. Certes, à un moment, quand il fait son petit jet sur Lautaro, il peut faire la passe, mais il tire. Moi, ça me gêne pas. Et je le disais même au moment du match. Pourquoi? Parce qu'il va te le faire une fois, la fois d'après, il va te faire une passe alors qu'il aurait pu marquer. Comme sur la première action, quand il fait la passe d'Al Hakimi, c'est un joueur qui joue toujours juste, c'est un joueur qui mentalement, moi, me fascine parce que je sais même pas si c'est un mec qui a un gros mental, c'est juste un mec qui est... Désiré Doué, c'est un malade mental. Désiré Doué, c'est un malade mental. Les gars, à un moment, fallait le prévenir, fallait lui dire que c'était une finale de Ligue des Champions, que s'il perdait, le Paris Saint-Germain allait être encore la risée de l'Europe pendant des années. Lui, il est venu, il a marché face à une des meilleures équipes d'Europe. Il est venu, Bastoni et Di Marco, ils ont flippé, ils ont passé une soirée cauchemardesque. Là, Di Marco, j'ai eu des échos comme quoi 4 heures du matin, il criait Désiré Doué, arrête ça! Parce qu'il l'a marqué psychologiquement, il a marqué le football. Là, une finale de Ligue des Champions de son empreinte, il a joué juste, il a donné un but, il en a mis 2. Et en termes de football, c'est un joueur qui me fait rêver, donc merci Désiré Doué d'avoir fait cette finale-là. T'as montré tout ton talent et je pense que dans les années à venir, il sera très très haut, il sera souvent top 3 dans la discussion des meilleurs joueurs chaque saison. Et j'insiste sur ça depuis le début de saison sur Désiré Doué. Il y en a beaucoup qui se sont moqués. Donc ça, je veux le mettre en valeur. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le match. Malik, je te laisse parler. Moi, je vais aller pleurer un peu. Alors, comme vous avez vu, Ayoub a eu l'occasion de tout sortir, de tout dévoiler, de tout sortir de son cœur, de tout sortir de plus de sa tête, de ce qu'il a vu du match, de ce qu'il a analysé du match. Son club a enfin gagné la première Ligue des Champions de son histoire, 14 ans après l'arrivée des Qataris. Mais bon, on sait que, par exemple, dans ceux qui regardent la vidéo, il y en a qui supportent le Paris Saint-Germain depuis bien plus longtemps, qui ont vu le Paris Saint-Germain dans des années en 2008 être pas possiblement relégué en Ligue 2. Sinon remontada face je sais plus quelle équipe. D'autres qui ont vu le Paris Saint-Germain être coaché par des Luis Fernandez, etc. Et aujourd'hui, ils voient leur club, le club pour certains qui habitent dans la ville de Paris, le club de leur ville remporter une Ligue des Champions et être sur le toit d'Europe. Paris est sur le toit d'Europe footballistiquement. Voilà, Paris n'avait pas besoin, je pense, du football pour être une ville connue dans le monde. Mais là, le PSG s'est mis sur le toit de l'Europe et a pris le respect vraiment de tous. Parce que voilà, soyons honnêtes, le Paris Saint-Germain, pour ceux qui ne sont pas fans du Paris, pour ceux qui sont fans de notre club, voilà, moi je suis fan de Chelsea et de Marseille. Du coup, ça m'énerve un peu en tant que fan de Marseille d'office. Mais voilà, Paris, c'était un peu une risée de l'Europe dans les années récentes, dû aux remontadas, aux douleurs qu'ils ont pu vivre, etc. Comme Ayoub l'a expliqué.
mais et aussi dû à l'argent qu'ils mettaient sur beaucoup de joueurs, les 222 millions mis historiques sur Neymar Junior da Silva, c'est encore quelque chose qui a choqué beaucoup de gens dans le football, qui disaient que Paris c'était une équipe limite, que tu étais content d'être contre eux, tu étais content de ne pas être contre eux, tu étais content qu'ils vivaient des moments dramatiques. Mais cette saison, justement, je trouve qu'il y a eu cet aspect de switch où on en a parlé, parce qu'Ayoub, il a dit qu'on a parlé beaucoup de Luis Enrique et du projet depuis cette saison, tout au long des matchs de Ligue des Champions, mais même depuis qu'on a commencé la chaîne, en vrai, avec le directeur sportif, etc., où quand Luis Enrique est arrivé, quand on disait que voilà, fallait une nouvelle culture à Paris, fallait changer les choses, fallait amener des jeunes qui veulent jouer pour le club, une équipe qui joue pour le club. Pour la partie projet, parce que là... Oui, t'inquiète, je sais pourquoi dire. Ne t'en fais pas, Ayoub, ne t'en fais pas. Et du coup, c'est pour ça que ce qu'a fait Luis Enrique cette année, c'est qu'il a amené une équipe qui était moins difficile, je dirais, à route contre eux, à supporter contre eux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui même, hier, samedi soir, du coup, même quand la finale commençait, même tout au long de la saison, cette équipe du Paris Saint-Germain, avec ces jeunes joueurs comme Désiré Doué, Joao Neves, Vitinha, Kvara qui est pris de Naples, etc., les gens ont moins cet aspect de Paris, on a envie de les détester parce qu'on voit pas cet aspect de c'est juste les gros stars, le bling bling qui va gagner, même si c'est quand même de l'investissement mis. Et maintenant sur le football en tant que tel, c'est ça qui fait la différence. Parce que soyons honnêtes, même avant cette finale, le Paris Saint-Germain était l'une des plus belles équipes à avoir joué cette saison. Et sur ce match-là, ça a juste été beau à voir. Parce que certains peut-être diront qu'ils ne seront pas d'accord dans l'aspect où voilà, c'est 5-0, c'était un match à sens unique, etc. Mais avoir une domination d'une équipe au-dessus, qui est belle à voir jouer, qui en termes de passe, qui en termes de transition, quand tu vois le troisième but, comment Vitinha, il amène ça à la talonnade de Dembélé, c'est juste beau. C'est du beau football. Et c'est pour ça que quand on regardait le match avec Ayoub et les potes à moi, je disais, les gars, c'est beau. Je suis pas du tout pour Paris, je veux pas que Paris gagne. Mais malgré que c'est 5-0, je vous assure que c'est beau. C'est un beau match. Je prends du plaisir à voir ce que je vois là. Parce que c'est juste beau à voir. C'est une équipe au-dessus, c'est une équipe qui domine. Ça m'a rappelé des Espagne 2012, contre l'Italie, la finale contre l'Italie, ce que j'ai vu, ce que Paris a fait. Et c'est même pire. C'est même plus impressionnant ce que Paris a fait. Parce que sur tout le match, ils ont concédé quasiment aucune occasion limite. C'était que des corners Un tir cadré. J'ai pas entendu. Un tir cadré. Ouais, un tir cadré et que des corners où voilà, il y a des têtes qui passent à côté du poteau, etc. Donc non, au-delà de l'aspect offensif, au-delà de l'aspect que c'est beau ce qu'on a vu sur 90 minutes, c'est qu'il y a eu une concentration de tous les aspects. On n'a pas entendu. 90. Moi je dis 90. Mais non, franchement, c'était une concentration, un match parfait. Limite, un match parfait, limite de Paris, un game plan exécuté à la perfection. Genre, ce que Luis Enrique il voulait de son équipe dans le match, son équipe l'a fait à 99,9%. Parce que voilà, il y a toujours une marche de perfection, on n'est pas parfait, on est des humains. Mais voilà, le game plan était exécuté parfaitement. Et quand le game plan est exécuté parfaitement, pour un coach, il ne peut que être content, il ne peut que être heureux. Ok, ça a fini en 5-0, mais si c'était arrêté, on va dire, à 3-0, parce que voilà, à 3-0, le match était clairement fini. Et on va dire, Paris aurait pu plus peser la main sur la pédale des freins et encore moins aller de l'avant et attendre le match. Maintenant, ils voulaient mettre le 5-0 pour envoyer encore plus un message. Ils ont vu qu'il y avait des espaces et ces buts ont été mis. Mais non, c'est Paris Saint-Germain, moi, ce qui m'a le plus impressionné dans ce match, Ayoub, au-delà de tout ce que tu as dit, parce que tu as été très complet, c'est vraiment les 90 minutes, même quand c'était 4-0, ils n'ont pas arrêté de faire les efforts, ils n'ont pas arrêté de presser, ils n'ont pas arrêté de courir. Kvara, après avoir mis le 4-0, il y a une action, il revient en défense, il court, il fait un tacle, après, tu vois la passion, il crie, alors que c'est la 78e, un truc comme ça. Ça demande que non, ils étaient clairement en mission, il y a clairement un travail mental qui a été amené par le coach et même par ces joueurs qui a été dépassé cette année et qu'ils ont été à l'apogée, qu'ils ont joué leur meilleur match de la saison, leur match le plus abouti, du moins, grâce aux expériences qu'ils ont vécues, comme tu l'as dit, plus tôt dans la compétition. Et pas que
dans les matchs de confrontation d'aller-retour, où voilà, tu les as déjà cités, mais même les matchs de poule, je pense que ça les a aidés. Le fait d'aller à Arsenal et se faire battre 2-0 là-bas, le fait de faire une victoire juste 1-0 contre, c'est quoi, je crois, Riron, où il y a beaucoup d'occasions ratées, etc. Donc ça a été vraiment un marathon pour cette équipe du PSG au fil de la saison. Et ils sont arrivés à 99% de leur capacité physique, mentale. C'était l'équipe la plus fraîche, c'était l'équipe la plus forte. Il faut juste les applaudir. Et moi, j'applaudis énormément le Paris Saint-Germain, même si je ne voulais pas leur victoire, rien de tout ça. Mais c'était bravo. Et même pour quelqu'un qui n'était pas pour Paris, quand tu vois la manière dont ils ont joué, tu peux pas être énervé, en fait. Genre là, peut-être, je sais pas, il y en a qui, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, qui savent que je suis fan de Marseille, etc., peut-être s'attendaient à ce que je sois en mode énervé, triste, etc. Mais non, on aime le foot avant tout. Et on a vu une équipe de football jouer à un tout haut niveau. Et on arrive peut-être à un tournant du football moderne avec la manière dont joue le Paris Saint-Germain. Je peux en parler? Mais juste avant ça, je voulais dire un truc. Et quelle manière de ponctuer ce match que par un 5e but d'un Titi parisien qui est rentré, qui a eu pas mal de temps de jeu sur cette fin de saison, avec le titre qui était déjà acquis, qui te met ce 5e but, et que c'est l'image, ce PSG-là, de Luis Enrique, ou un jeune joueur de 17 ans, aujourd'hui, qui est intéressé. Il y a aussi Mbaye, hein, mais qui rentre dans les plans de jeu, qui rentre dans le collectif, qui rentre dans un rouage déjà prêt, qui aura énormément de facilité, qui arrive facilement à combiner avec ses joueurs, et une fois qu'il comprend le schéma tactique, il a juste à progresser pour essayer de gagner sa place dans l'équipe, même s'il y a énormément de concurrence. Et ça a été ponctué par son but, par le but d'un Titi parisien, avec un Barcola qui a fait une entrée énormissime. Donc voilà, maintenant on peut parler du projet qui a commencé pour moi réellement depuis l'arrivée de Luis Enrique, et qui a vraiment commencé pour moi cette saison, puisque c'est la première saison sur Mbappé. On va en parler. Pendant des années, le Paris Saint-Germain avait comme objectif principal la Ligue des Champions. Et on avait dit pendant plusieurs saisons que le schéma n'était pas bon, que le schéma de ramener des stars à outrance, que de placer certains joueurs au-dessus du club, au-dessus de l'institution, au-dessus du coach, au-dessus du schéma tactique, au-dessus du collectif, n'était pas bonne. Qu'empiler des joueurs qui avaient déjà un grand nom, un énorme CV, et penser qu'ils allaient se battre, se tuer pour le club, n'était pas la bonne raison. Maintenant, ça, on l'a dit, on l'a redit, et le football nous a prouvé que c'était pas la manière de remporter une Ligue des Champions, et surtout ce Luis Enrique là. Surtout dans un football moderne. Tu as parlé du football ultra moderne qu'a proposé le Paris Saint-Germain, je vais en parler, parce que là, j'ai envie de parler des deux parties du projet. Ce qui a été accompli par rapport au passé, et ce qui va sûrement être accompli, et ce qu'on va devoir attendre maintenant du Paris Saint-Germain. Et le PSG, avec Luis Enrique, est venu et a balayé tout ça. Il y a eu des choix forts qui sont faits. Quand on parle de cet entraîneur espagnol, il est arrivé, on connaît le personnage. Il peut se mettre à dos la presse entière, les supporters entiers en termes d'avis, puisque même moi, je l'ai dit, je me suis excusé envers Luis Enrique plein de fois, j'étais en désaccord avec lui, je l'ai exprimé, je le ferai toujours à partir du moment où je ne suis pas d'accord avec l'idéologie d'un coach ou avec certains de ses choix, je le dirai avec bien sûr une argumentation. Mais maintenant, quand le mec, il arrive et qu'il est seul contre tous et qu'il fait mentir tout le monde, tu ne peux que te taire, t'excuser et applaudir. Parce que ce qu'il a fait en si peu de temps, c'est historique. Et je pense que quand on fera les évaluations plus tard, parce que maintenant, le but n'étant pas de les faire, puisque le projet n'est pas fini, il faudra le mettre très très haut dans l'impact qu'un coach a eu dans un club, dans l'histoire du foot, en si peu de temps. Et donc tu es venu avec ce projet-là, vouloir vraiment arriver aux antipodes du projet parisien sous QSI depuis le début, ramener des jeunes joueurs qui n'avaient pas de nom, qui étaient peut-être inconnus du grand public, des João Neves, des Pacho, des Nuno Mendes, qui étaient des bons joueurs au Sporting, à Benfica, à Francfort, mais au Vitinha à Porto, que le football mondial ne connaissait pas, Barcola qui était un bon petit joueur qui avait 6 mois à Lyon, Désiré Doué qui avait fait de très belles choses à Rennes, Ousmane Dembélé qui était un peu en échec au Barça, Gonzalo Ramos à Benfica. Tu n'as pas ramené des joueurs qui étaient censés venir avec un CV long comme le bras, et surtout avec des millions de followers qui allaient te faire vendre énormément de maillots. Et le but était de créer une équipe, des joueurs qui voudraient se battre pour le Paris Saint-Germain, qui voudraient conquérir énormément avec ce club, et qui voulaient au plus profond d'eux-mêmes jouer pour ce club.
et que tu as créé un véritable collectif, et le but étant de créer les stars de demain, et que tu ne gagnes pas la Ligue des Champions aujourd'hui, mais demain. Le travail a été tellement bien fait, que ce soit en termes de scouting, de ciblage, par Luis Campos, à qui il faut remettre énormément de crédit sur ce projet, qu'on oublie souvent, que j'ai vu souvent oublier, là, dans les débriefs et dans les analyses du projet, qui certes a fait des erreurs, le choix de Christophe Galtier, le fait de ramener énormément de joueurs comme Colomani ou Garté, il y a eu des erreurs, mais il y a eu aussi un travail immense qui a été fait. Il faut lui rendre ses lettres de noblesse. Moi-même, je l'ai critiqué, et il y a certains trucs que je ne retirais pas, parce que je pense toujours qu'il a fait des erreurs, que la relation avec Mbappé, c'était un peu trop poussé, c'était un peu trop forcé, c'était ça. Et merci, hein, Mbappé, c'est le dernier truc bien que tu as laissé au Paris Saint-Germain, c'est Luis Campos. Et ce travail de Luis Campos et de Luis Enrique a fait ce que ça a donné, une Ligue des Champions, mais surtout, Malik, une équipe qu'on va attendre dans les derniers carrés de Ligue des Champions sur les 5, 6, 7 prochaines années. Parce que quand tu regardes, c'est la plus jeune équipe à avoir gagné une Ligue des Champions. Depuis l'Ajax 1995. On se rappelle de ce qui est devenu le 11 de cette équipe, qui était rempli de stars, notamment Clarence Seedorf et autres. Donc on doit en attendre énormément. Et la plus grande force du projet du Paris Saint-Germain aujourd'hui, Malik, c'est que contrairement, par exemple, si tu prends City en 2023, c'était une fin de cycle. Une fin de cycle où ils ont poussé une saison de plus pour gagner une Ligue des Champions, où ils étaient encore même très compétitifs, même en Champions League avec la défaite face au Real. Mais là, le plus impressionnant, c'est que tu viens de commencer ton projet. C'est que tes joueurs les plus âgés, c'est Marquinhos, 30 ans, qui va peut-être partir cet été, je pense pas. On va leur faire une saison de plus. C'est Ousmane Dembélé qui a 27 ans, qui va rentrer dans ses meilleures années. C'est Hakimi qui a 26 ans, qui va rentrer dans ses meilleures années. Vitinha a 25 ans, João Neves en a 19, 20, quoi. Il a eu 27 années où il va les faire. Pacho a 23 ans, Nuno Mendes, on peut tous les faire. C'est un effectif encore hyper jeune. C'est un effectif qui va faire que progresser, qui va faire qu'apprendre ensemble. Les automatismes seront encore meilleurs. Les joueurs, les individualités seront encore plus fortes. Moi, je pense qu'on va vraiment... Allez, juste avant ça, t'as parlé, toi, que ce PSG te donnait l'impression du Barça 2009. De l'Espagne 2012, pardon. Moi, il me fait penser au Barça 2009. Une équipe ultra moderne qui arrive au paroxysme du football de son époque, qui ramène quelque chose de nouveau. C'est exactement ce qui est en train de devenir Paris Saint-Germain. Avec tactiquement, en étant le plus complet, parce que sur ces dernières années, moi j'insiste beaucoup, on a vu deux écoles du football, le gegenpressing et les transitions de Liverpool, et le jeu de position et de possession de Pep Guardiola et de Manchester City. Et aujourd'hui, Xabi Alonso avait déjà commencé un peu avec le Bayer Leverkusen. Après, il n'avait pas les mêmes armes qu'à Luis Enrique aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Mais c'est d'être le meilleur dans tous les compartiments du jeu. Que ce soit défensivement, dans ta tactique, dans ta récupération de balle, dans la capacité que tu as à être dangereux en récupérant le ballon vite, en faisant mal très rapidement, et aussi la capacité que tu as à garder le ballon en attaque placée, à faire très mal à tes adversaires. Et en plus, ce qu'a rajouté Luis Enrique, c'est que les individualités au Paris Saint-Germain sont libres, contrairement, beaucoup plus libres en tout cas que celle à City, et font beaucoup plus mal parce qu'elles ont la liberté de se placer où elles veulent. Un Désiré Doué a la liberté de venir en faux neuf et de créer quelque chose s'il le désire, parce que Ousmane Dembélé va suivre et se mettre à droite, et Hakimi va comprendre ça, il va proposer une course pour libérer un espace, João Neves va venir soutenir. Et donc pour moi, on a une équipe. Je le dis pas parce que je suis supporter parisien, je le dis parce que en tant qu'analyste de football, je pense que cette équipe va dominer le football européen sur les 2-3 prochaines années. Et je te le dis maintenant, Malik, je ne serais pas choqué si cette équipe remporte 2-3 Ligues des Champions de suite, ou en tout cas si sur les 4 prochaines années on est en demi-finale, finale, et que sur les 3 prochaines années on en gagne 2-3. Parce que quand tu vois ce qu'on a fait cette saison, les équipes qu'on a battues, Liverpool qui était vendu comme, et à juste titre, la meilleure équipe d'Europe, ce qu'on leur a fait en aller-retour, Arsenal, Aston Villa, et là cette finale face à un Inter qui a fait un match historique de Ligue des Champions, une double confrontation historique face au Barça, les malmenés 5-0, je pense
que la saison prochaine, il y aurait des matchs du même acabit, une saison du même acabit. Et après, on pourra perdre en demi-finale face à une des top équipes. Hein. Ça arrive, c'est le football, il faut un perdant ou un gagnant. Mais en tout cas, il faudra compter sur le Paris Saint-Germain de Luis Enrique sur les prochaines saisons. Parce que cette équipe va faire très très mal. Et pour finir sur la partie projet, parce que j'ai commencé sur Luis Enrique, mais je suis un peu perdu, parce qu'il y a les émotions, il y a plusieurs choses que je veux aborder et que j'ai peur d'oublier. On a eu un Luis Enrique qui a été très critiqué, très méprisé, qui a été un peu vu comme un génie incompris, maltraité par la presse des fois, outrance. Mais moi, j'ai eu des mots, mais je suis à des années-lumière de certains, donc j'ai même pas envie de donner le nom pour pas leur donner du crédit. Et le mec, t'as eu un staff parisien qui a toujours eu confiance en lui. Moi, je me rappelle la déclat de Nasser El Khelaifi avant le retour à Anfield, où on lui dit si Luis Enrique perd ce match-là, est-ce que il sera viré? Il te dit non, on croit au projet, c'est un projet à long terme. Et le temps lui a donné raison très rapidement. On aurait pu ne pas gagner la Ligue des Champions. Moi, après ce que j'ai vu face à City, quand je voyais la tournure que prenait le projet, la progression que l'équipe avait déjà, j'avais confiance en lui. À ce moment-là, je m'étais déjà excusé. Je lui ai dit, Luis Enrique, c'est ton équipe, c'est ton projet, c'est ton bateau, va où tu veux. Moi, je suis prêt à mourir dans ton bateau. Et là, il nous a donné... Enfin, le football lui a donné raison. Il a créé un monstre et il va marquer l'histoire. Il a déjà marqué l'histoire du football mondial. Mais je pense pas que c'est un one-shot. Je pense que ça va durer plusieurs saisons et plusieurs années. Ça doit être les attentes. Ça doit être les attentes, surtout quand voilà, c'est la plus jeune équipe de l'histoire à gagner une LDC. Et quand il me dit que c'est le début du projet, justement, ben, non seulement je le crois, mais même Nasser le disait, même après l'interview en finale, c'est que, ouais, bien sûr, l'objectif, on le sait tous au PSG, c'est qu'on gagne la Ligue des Champions, etc. Mais on s'attendait pas à ce que ça arrive si vite, en fait. Ça arrivait hyper vite que le PSG gagne justement cette LDC. Et même, comme je dis, on parle en big picture vraiment par rapport au projet. Mais juste sur cette saison, comme j'ai dit, moi, quand on voyait le Paris Saint-Germain qui devait encore jouer Stuttgart, City, il leur restait 3-4 matchs. La question, c'était, est-ce qu'ils feront même partie du top, c'est quoi, 24 ? Du top 24 pour la qualification, pour les barrages, etc. Les questions qu'on se posait à ce niveau-là. Est-ce que le projet, faut continuer à y croire ou non? On retourne dans l'aspect bling-bling, etc. Mais je pense réellement que même à ces moments-là, bah, tout le club, grâce à Luis Enrique, grâce à Luis Pincos, grâce à Nasser, le président, tous ces gens qui ont été habitués à être critiqués, plus les deux autres que Luis Enrique au Paris Saint-Germain, mais ils ont vraiment cru au projet. C'était tout simplement la chose à faire. Quand tu prends une position, quand tu vas vers une direction, tu peux pas, après 3-4 mois, comme on l'entendait sur beaucoup d'analyses, beaucoup de débriefs, tout rechanger dès que ça va pas. Non, si ça va pas la première année, la deuxième année, peut-être au bout de la troisième année, là, on fait vraiment les comptes. Et là, le fait que sur la première saison, il y a eu ce pari qui est devenu monstre, je pense pour tout le monde, que ce soit en Ligue 1 et même en Ligue des Champions, à partir de janvier 2025, bah ça a fait peur à l'Europe et ça a fait peur à tout le monde. Et clairement, pour la suite, Paris est dans les favoris pour remporter encore 1 à 2 Ligues des Champions dans les 3-4 prochaines années. Maintenant, attention, il y a des équipes et des clubs comme le Chelsea Football Club qui seront de retour en Ligue des Champions, qui seront de retour en Ligue des Champions et qui ont un projet aussi jeune. Mais non, mais pour dire que la concurrence va être aussi rude et c'est ça qui est beau pour les prochaines Ligues des Champions. Quand tu dis qu'un Barça va revenir également avec sûrement en faisant un bon mercato, quand tu dis qu'un Chelsea qui a un projet... T'as dit quoi? J'ai essayé de te mute, j'ai raté. J'ai vu ça. Un Chelsea qui va revenir positivement en Ligue des Champions. Ton projet un éclaté Arsenal. au nôtre, s'il te plaît. Merci. Parce que là, je t'ai premier degré. Parle pas de Chelsea aujourd'hui. Non, tu dis notre projet éclaté, alors que tu viens de dire que après, si vous étiez sorti contre Liverpool, t'aurais pas dit ça. Ouais, un peu l'hypocrisie. Tu compares Maresca à Luis Enrique, tu compares Maresca à Luis Enrique, toi. Tu compares Todd Boehly à Luis Campos. Il sait même pas c'est qui Gullit. Il connaît même pas les légendes de ton club. On fera les comptes dans 3 ans. Dans 10 ans. Bref. Non, juste la parenthèse, pourquoi je mentionne tous ces clubs, Arsenal, Barça, Chelsea, là, même si Arsenal, je pense pas qu'ils remporteront une Ligue des Champions, mais c'est pour dire que
pour la saison prochaine, Ayoub, en termes de football, genre au-delà de Paris, je suis vraiment hypé. Genre. Je suis vraiment hypé, j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir le Barça, quelle équipe va... le Real de Xabi Alonso, Voilà, le Barça qui aura faim, comment l'Inter va revenir, t'as plein de City aussi. ouais. Non, franchement, et je pense qu'on aura une superbe saison l'année prochaine parce que franchement, cette saison de football a été très belle. On a eu un très beau vainqueur, une équipe du Paris Saint-Germain qui fait partie des meilleurs vainqueurs des dernières années, si on doit être honnête. Que ce soit sur la finale, juste la finale, et même sur le run en temps complet en tant que tel. C'est l'une des plus grandes et plus grosses dominations sur un run de Ligue des Champions. C'est tout simplement exceptionnel. Maintenant, sur le projet, pour pas revenir sur tout ce que tu dis est trop long, mais moi clairement, le transfert qui m'impressionne le plus, c'est un William Pacho. Et je vais un peu élever Ayoub, mais après, je vais le descendre un peu, vous inquiétez pas. Mais Ayoub, il me disait, justement, en novembre, qui disait, Pacho, c'est top 5 défenseurs en Europe, Malik. Je disais, wow, calme-toi, peut-être top 15 sur la saison, top 5. Je dis, non, top 5, gros. Et la vérité, j'avais regardé bien sûr des matchs de Paris en Ligue 1, mais voilà, je me disais c'est la Ligue 1, etc. Mais sur la Ligue des Champions, il l'a montré. Et c'est le fait qu'il ne soit pas dans l'équipe de la saison pour bastonner, c'est limite une honte. Hein. Mais ouais, c'est limite déjà pour moi, ça a été le... Désolé Malik, je te coupe. Pour moi, ça a été le meilleur défenseur d'Europe cette saison. Et tu connais... Parce que regarde, même pour être objectif, Marquinhos, je mets Bastoni devant lui, Koubarsi. Largement. Tu vois en Ligue des Champions et même en Europe généralement. Moi, tu m'aurais mis Pacho, Koubarsi, j'aurais dit ok. Mais Marquinhos, je suis content parce que c'est l'image, c'est le capitaine, etc. T'es obligé de le mettre, on va dire pour l'UEFA. Je trouve ça un peu ridicule. Mais Pacho, Malik, c'est les qualités à quel point il m'a tapé à l'œil. Et honnêtement, moi je vais être honnête, Malik me connaît, je regarde énormément de matchs, je suis énormément les jeunes joueurs, c'est quelque chose qui me passionne. Au-delà de l'aspect travail. Mais Pacho, je ne le connaissais pas. J'avais vu des matchs de lui à Francfort, mais il m'a pas tapé dans l'œil. Je me suis pas rappelé de lui. Quand il arrive, je me dis, c'est qui? Je me dis, ah oui, c'est le défenseur de Francfort. Ah oui, je me rappelle, ouais, il est bon, on va voir. Je m'attendais à que ce soit le 3e, 4e défenseur. Et dès le début, son sens, l'anticipation, son agressivité, sa qualité de relance, allez, tu sais, il a une faculté à venir presser les joueurs à 50 mètres de sa position ou à 30 mètres de sa position, gagner son duel, avoir un sang-froid incroyable dans les interceptions, et tout ça sans faire faute. Tu sais, il y a une action dans la finale où Barella va et il veut protéger sa balle pour le corner, il le contourne, il saute, il arrive à plus de 2,50 m, et il récupère la balle. Oui, sur le deuxième but, mais c'est stratosphérique. Quand tu vois ça dès le début, tu peux être que dithyrambique. Et j'ai essayé de ne pas m'enflammer sur Pacho, dire que peut-être qu'il avait des lacunes, etc. Mais aujourd'hui, c'est le meilleur défenseur d'Europe. Sur cette saison, bien sûr. Sur cette saison, franchement, il a une discussion. Moi, j'étais impressionné. Moi, c'est vraiment le truc qui m'a le plus impressionné, comme Ayoub l'a dit, c'est son sang-froid. Sa sérénité, j'ai l'impression qu'il fait jamais d'erreur. Et en fait, c'est ce que tu as besoin quand tu as un défenseur. Tu n'as pas besoin de forcément qu'il soit le plus exceptionnel, qu'il fasse les relances à la Van Dijk, les longs ballons à la Van Dijk, mais juste qu'il fasse pas d'erreur, qu'il est serein. Tu as l'impression qu'il stresse jamais. C'est parfait. Dans les duels, non, franchement, Pacho, quelle trouvaille! Quelle trouvaille! Sur ça, j'ai vraiment envie d'applaudir le staff du PSG. Je sais pas si quel scout qui a dit à Campos, il y a un gars là, fais-moi confiance. Parce que voilà, dans le foot, comme tu as dit, on met en lumière, et c'est logique, les joueurs, les coachs, plus rarement les directeurs sportifs, mais ceux qu'on met encore moins en lumière, qu'on voit pas du tout, c'est les scouts, c'est toute l'équipe de recrutement autour qui font des travaux exceptionnels et qui amènent ce genre de joueurs qui font toute une différence. Pacho, il change la saison du Paris Saint-Germain. Avec les blessures qu'il y a eu de Lucas Hernandez, etc. Et les autres défenseurs qu'il y a sur le banc. Non, Pacho, c'est tout simplement... Et regarde, Kipembe, on le voyait célébrer la coupe. Mais il joue même plus quasiment Presnel. On s'en fout. Non, c'est tout ça. On s'en fout. On s'en fout. Non, je sais pas une attaque, mais c'est pour dire à quel point l'arrivée de Pacho a fait le... Parce que si Pacho, il était pas là... Et tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est qui joue à sa place en vrai là dans cette défense et qui peut amener ce niveau-là? Donc non, cette trouvaille, elle a été exceptionnelle et elle a possibilité de donner une Ligue des Champions à Paris. Et pour ça, j'ai vraiment envie d'applaudir le staff technique de recrutement du Paris Saint-Germain.
Donc non, c'est vraiment exceptionnel. Moi, je voulais juste, sur la partie projet, parler de Pacho, dire que clairement, sur les prochaines années, comme tu l'as dit, c'est une équipe qui a le potentiel de dominer dans ce football. Et c'est peut-être pas la partie projet, mais c'est la petite pièce avant qu'on passe à l'Inter, Ayoub. Vitinha, c'est MVP, c'est le joueur le plus important de cette équipe du Paris Saint-Germain. On n'aime pas utiliser les grands termes, dit important, c'est un collectif, on est une équipe, oui. Et Luis Enrique a montré que c'est une équipe, et même pas que Luis Enrique, le foot à la fin de la journée, les équipes qui gagnent les gros trophées, c'est des équipes, c'est des gros collectifs, c'est des équipes. Et c'est personne qui peut dire le contraire, car c'est prouvé à chaque fois, et encore plus cette saison par le Paris Saint-Germain. Mais Vitinha, c'est MVP. Ça fait 2 saisons qu'il est exceptionnel. Donc quand Luis Enrique dit que c'est le meilleur milieu au monde et qu'il dit « je me trompe pas dans ce genre de choses », les gars, croyez-le. Moi, quand j'ai pensé ça, c'était l'année passée dans son match aller face le FC Barcelone, où je me disais oui, il est dans cette discussion-là. Il est à ce point au-dessus des autres. Il joue à ce point un autre football que les autres. Non, Vitinha, c'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. Si Paris arrive à le garder encore 5 ans, ça peut être bon signe pour le Paris Saint-Germain. Malheureusement. Peut-être t'as parlé de Vitinha, moi j'ai eu des comparaisons qui m'ont causé assez de problèmes avec une légende de ce sport, c'est Xavi. Sans comparaison de niveau, c'est le joueur qui me fait le plus penser à Xavi de cette ère moderne. La façon dont il a dicté le tempo, être décisif dans les 30 derniers mètres, tout ça en jouant en 6. C'est ça aussi elle est l'apport du football moderne, avoir un 6 qui a une telle activité avec et sans ballon, et qui t'apporte énormément, même dans les 30 derniers mètres avec ce dépassement de fonction. Son action sur le 3e but résume sa saison. Ça a peut-être été avec Hakimi, le joueur le plus régulier cette saison. On n'a pas parlé de Hakimi, de son match monstrueux. Tellement il y avait à dire aujourd'hui. On est déjà à 41 minutes de vidéo. Mais Vitinha, tellement sa saison a été monstrueuse, tellement dans la régularité, il a été fort. Et dans tous les grands matchs, il a écrasé tous les meilleurs milieux de terrain d'Europe. Ça fait 2 saisons qu'il a un niveau incroyable. L'année passée déjà, que ce soit contre Dortmund, que ce soit contre le Barça, ça a été le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Cette saison aussi, dans plusieurs grands matchs, il faut lui donner énormément de crédit. On parle je suis pas fan de ces discussions Ballon d'Or, j'en ai un peu rien à faire. C'est un joueur du PSG qui est récompensé, même pour le Golden Boy, j'en serais fortement content. On parle beaucoup de Dembélé, j'aimerais qu'on parle plus de Vitinha, parce que limite j'ai plus entendu parler de Hakimi dans ses courses pour ses distinctions individuelles que Vitinha, et pourtant il le mérite tout autant que les 2 autres, voire même un petit peu plus. Si pas plus. Clairement, moi, je dis toujours à mes potes, en général, les meilleurs joueurs dans le football, pour moi, c'est les milieux de terrain. Parce qu'ils doivent tout faire, en vrai. Ils doivent défendre, ils doivent attaquer, ils doivent être bons techniquement. La pression qu'ils ont quand ils jouent, tu joues dos au jeu. Jeu dans le milieu, c'est vraiment différent de tous les autres postes dans le football. Bien sûr, je dis pas que les autres postes sont faciles, mais c'est un autre niveau de difficulté. C'est pour ça que un défenseur peut-être qui est très bon à la relance, si tu le mets dans le milieu, juste le fait qu'il doit être dos au jeu et que dans sa vitesse d'exécution, il doit être un peu plus rapide, ça fait toute une différence. Donc non, franchement, les milieux, ils sont souvent sous-estimés, souvent pas toujours mis en lumière, mais ils sont à ce point importants et trop forts dans le football. Mais moi, je voulais juste rajouter aussi sur la partie projet, parce que j'avais dit juste avant de parler de Pacho que j'allais élever un peu Ayoub quand il a parlé du top 5. Mais voilà, sur la partie projet, comme je vous l'ai dit, ça fait au moins 2 saisons qu'on fait des directeurs sportifs sur Paris. Je sais pas si on va en faire cette saison, parce que est-ce qu'il y a réellement besoin d'ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a réellement besoin? Il y en a un qui arrive. Est-ce qu'il y a réellement besoin d'ajouter quelque chose dans ce Paris Saint-Germain? Sûrement, comme tous les ans, mais sûrement pas beaucoup. Mais voilà, il y a 2 ans, moi je me rappelle, on avait une grosse dispute, une grosse discussion avec Ayoub. C'est sur la chaîne, vous pouvez aller voir, où Ayoub me disait plus qu'il fallait garder Carlos Soler, qui voyait qu'il allait plus correspondre à Luis Enrique que Fabien Ruiz. Donc tu vas t'excuser encore auprès de Fabien Ruiz. Tu nous disais, oui, les fans de Naples, quand ils nous disaient que Fabien Ruiz, c'était pas si bon, ils mentaient, les fans de Naples. Je te fais plus confiance à toi, les fans de Naples. Donc tu vas t'excuser auprès de Fabien Ruiz encore. Tu vas t'excuser. Car il a été très important dans ses courses. Même quand il touche pas le ballon, il est à ce point important pour le Paris Saint-Germain. Et tu l'as mentionné. Donc tu t'excuses encore. Tu le voulais dehors. Tu voulais Carlos Soler. Écoute-moi, espèce d'imbécile. Tu vas vraiment... J'en ai rien à faire, je vais être vulgaire, on n'aime pas monétiser. Tu vas vraiment me casser les couilles sur un débat Carlos Soler, Fabien Ruiz, alors que je viens de gagner la Ligue des Champions, mon frère. T'es sérieux, là? Déjà, de 1, jamais de la vie, je vais m'excuser. J'ai pas dit que Moi, je disais...
on avait une discussion, toi et moi, les gens peuvent aller voir la vidéo, qu'on Oui, était d'accord. allez voir. Laisse-moi finir. Je t'ai laissé parler, je t'ai laissé crier, je t'ai laissé faire le clown. Que toi et moi, si c'était nous qui prenons la décision, on garderait plus Fabien Ruiz, mais je pensais que Luis Enrique allait plus aimer le profil de Carlos Soler. C'est tout ce que j'avais dit. Et j'avais dit que... Non, 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 non. Laisse-moi finir. J'avais dit que Fabien Ruiz... Non, parce que là, ça m'énerve. Que Fabien Ruiz, oui, était mauvais, était irrégulier. C'est ce qu'il a été à un moment au PSG. Même en ce début de saison. Faut pas réécrire toute l'histoire. Et que cette saison, j'avais réellement compris et que je me suis excusé envers Fabien Ruiz, puisque j'ai compris son importance dans le système du PSG, où le mec, il te comble toutes les brèches dans un jeu de position où tous les joueurs vont alterner, où des milieux de terrain vont se retrouver en numéro 9, où Hakimi, lors de la finale, s'était retrouvé en position d'ailier gauche. Il fallait un joueur pour te combler tout ça et qui techniquement répond aux exigences de Luis Enrique. Fabien Ruiz était ce joueur-là. Je l'ai expliqué en janvier après le match contre Lens. Je n'ai aucune explication ni aucune excuse à rendre venant de toi. T'es malade. Surtout que tu m'as dit qu'il fallait pas ramener Kvara, que Barcola était suffisant. Regarde les 6 mois de Kvara, ferme-la et excuse-toi. Et viens dire, oui, j'ai critiqué Luis Enrique, j'en ai rien à faire, je suis un supporter, je critiquerai tous les coachs qui viendront, au moindre mauvais match, je dirai qu'ils devront se casser de mon club, je fais ce que je veux, je suis supporter. T'étais là quand on perdait contre United, t'étais là quand on a perdu contre le Barça, t'étais là quand on se faisait ridiculiser face à toute l'Europe. Non, moi j'étais là. Donc si j'ai envie d'insulter un coach, je l'insulte, ok? Et après si j'ai envie de m'excuser, je m'excuse. T'as rien à me dire. Qu'on soit bien clair. Luis Enrique, je lui ai dit je t'aime, je lui ai envoyé 15 messages ce matin encore. Tu te mêles pas de ça, ça te regarde pas. Toi, t'es analyste. Toi, ce que tu dis sur le PSG est important. Moi, quand je parle et que je suis sérieux en mode analyse, c'est important. Quand je parle après un match, on se fait voler contre l'Atlético, si j'ai envie d'insulter Luis Enrique, je l'insulte. Fou, lui. Voilà, c'était la petite parenthèse, comme je l'ai dit. Je vais un peu l'élever et un peu le descendre. J'ai toujours plus au projet du Paris Saint-Germain que Ayoub. Mais ça, c'était la petite parenthèse. Point à la ligne. On passe à l'Inter. On passe à l'Inter. On passe à l'Inter. Non, non, discute pas. C'est moi qui maîtrise OBS. C'est moi qui décide. T'es fou, toi. Non, bon, c'est vrai, on va pas parler longtemps de ça. Bon, on est à 47 minutes de vidéo. On parle quand même de l'Inter. Franchement, on peut parler parce qu'il y a très peu à dire. Vas-y, bah, je te lance sur l'Inter. Juste 2 minutes. Ça va être très, très rapide. Performance hyper décevante de l'Inter Milan. Paris a créé cela. Paris était à ce point au-dessus. Paris les a à ce point dérangés. Paris les a à ce point choqués. Il y a la fameuse vidéo qui tourne beaucoup là actuellement sur les réseaux où Dembélé, il regarde Sommer vraiment, pour ceux qui regardent la NBA, LeBron 2012, mission. Je suis prêt. Dès que tu fais un mouvement, je te presse. Oui, ok. Les joueurs du Paris Saint-Germain, surtout en première mi-temps, ont terrifié les joueurs de l'Inter. Et à ce point au-dessus, ont mis une intensité, une implication qui était différente. Mais l'Inter Milan, en termes de réaction, même en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup trop peu. Beaucoup de joueurs sur cette finale ont été décevants. Barella, Çalhanoğlu, même Bastoni d'une certaine manière. Di Marco, n'en parlons pas. Sur les 2 buts, il a une implication d'une certaine manière, même si sur le deuxième, voilà, il sort peut-être pas trop assez vite sur Doué, mais sur le premier, voilà, Doué, il arrive à se faufiler, mais dans ce truc, c'est en mode, oui, erreur de la défense, mais d'un autre côté, bien joué à l'équipe adverse. Parce que voilà, l'appel que Doué fait au moment parfait pour aller dans cet espace-là et que Vitinha le voit, c'est bien joué. Mais c'est une erreur quand même de l'équipe de l'AC Milan. Mais au niveau du coach aussi, quand il décide de commencer par Pavard plutôt que par Bissek, alors que Pavard, il a plus joué depuis 1 mois et demi peut-être, il a clairement pas de rythme, et le joueur qui a été avec toi sur les dernières semaines en Serie A et en Ligue des Champions qui avait montré de belles choses, à part voilà sa main contre la Lazio, mais c'est pas sur une main contre la Lazio où voilà c'est pas fait exprès que tu vas pas le faire commencer une finale de Ligue des Champions alors que ça a été ton fidèle soldat sur le dernier mois. Donc non, il y a eu une erreur aussi au niveau de Inzaghi pour moi dans la compo de départ. Lautaro était pas à 100% pour moi, ça se voyait encore. Il a, je sais pas ce qu'il a, mais il a encore une blessure et il court pas à 100%. Mais bon, il est sur le terrain, tu joues, à toi d'assumer. Et si le coach décide de pas le sortir, c'est la faute du coach aussi. S'il pensait qu'un Lautaro à 70% c'était mieux qu'un Taremi Arnautovic, c'est les choix du coach. Mais voilà, cette équipe de l'Inter a été très décevante. Le fait de n'avoir qu'un tir cadré, le fait de ne montrer que cette réponse au Paris Saint-Germain,
pendant 90 minutes. C'est honteux, même à 3-0, on aurait aimé le fameux but de l'honneur, comme on dit. Mais même ça, ils n'ont pas réussi à faire. Ils rataient tout, même les situations où peut-être ils pouvaient essayer de marquer, bah, il y avait un contrôle de taux, il y avait une touche de trop. Non, ils se sont fait out-coach, ils se sont fait out-play, on a joué mieux qu'eux, on a coaché mieux qu'eux, et on était mieux préparés qu'eux, justement. Est-ce que je remets pas en question aussi le staff de Simone Inzaghi? Est-ce que on a mal préparé les joueurs par rapport au pressing que le Paris Saint-Germain allait leur mettre? Est-ce que vous vous attendiez à avoir une ligne aussi haute comme vous l'avez vu contre le Barça, alors que non, le Paris Saint-Germain joue avec une ligne un peu plus basse? C'est clairement un peu plus moins risqué entre guillemets que par rapport au Barça, où les espaces avec le Barça sont énormes qu'ont n'importe quelle équipe. Non, le Paris Saint-Germain faisait partie des équipes où leur ligne n'allait pas monter à ce point-là. Est-ce que tu as préparé tes joueurs à ça, monsieur Simone Inzaghi? Est-ce que le staff, vous avez préparé les joueurs à ça? Est-ce que vous avez préparé les joueurs dans le milieu de terrain? Parce qu'on dit toujours c'est la bataille du milieu de terrain qui fait la diff. À quel genre de milieu ils allaient affronter? Que ce soit Vitinha, Joao Neves, Fabien Ruiz qui se déplacent, etc. Çalhanoğlu, Barella et Mkhitaryan n'étaient pas prêts pour le combat. Clairement. Non, cette finale a été très décevante pour l'Inter. Il va y avoir beaucoup de discussions, je pense, pendant cette pré-saison du côté de Milan, que ce soit au niveau du coach, parce que Simone Inzaghi a des rumeurs qui pourraient partir en Arabie Saoudite, je crois. Même les joueurs dans l'effectif. Est-ce qu'il ne faut pas rajeunir l'effectif? Est-ce que c'est pas justement cet aspect de fraîcheur, de jeunesse qui a fait la différence? Est-ce que quand Ayoub disait que voilà, cette fatigue, peut-être pas physique, mais cette fatigue mentale de jouer autant de matchs importants, de jouer tout gagner, a fait la différence? Peut-être que oui, et j'ai l'impression que tu avais raison et que ça s'est vu sur cette finale. Ils étaient fatigués. Ils n'avaient plus la force, après être menés 2-0, d'aller encore chercher quelque chose. Non, ils avaient tout épuisé. Ils avaient épuisé toutes les cartes. Ils avaient épuisé toutes les dernières jambes. Donc non, cette équipe de l'Inter et cette finale a été très décevante. Perdre 5-0 en finale, je savais même pas que c'était possible. Et s'il y avait une équipe, on se disait pas que ça allait arriver, c'était l'Inter Milan. Bastoni disait une quote après la finale 2023 contre... ouais, tu l'avais dit. Bastoni en 2023, après la finale contre City, il disait j'aurais préféré perdre 10-0 que perdre cette finale 1-0 contre City. Où, voilà, beaucoup disent que l'Inter avait mieux, entre guillemets, mieux joué que City, où l'Inter a plus perdu cette finale que City a gagné, entre guillemets, et qu'il aurait préféré perdre 10-0. Je sais pas, Bastoni, t'es sûr? Parce que la manière dont vous êtes fait humilier sur 90 minutes là par le Paris Saint-Germain, j'aurais préféré la finale contre City si j'étais toi. Donc non, c'est vraiment triste, dommage, décevant de l'Inter, mais beaucoup de crédit doit revenir au Paris Saint-Germain, car je pense 60 à 70% de ce non-match entre guillemets de l'Inter a été provoqué par la manière dont le PSG était mieux préparé et a mieux joué et était au-dessus de l'Inter. Ok. Bah moi t'as été très complet sur l'Inter. Maintenant t'as parlé de la manière dont le PSG a déjoué l'Inter. Moi c'est un aspect sur lequel je veux insister, parce qu'il y a des mecs qui me disent oui mais l'Inter a vraiment pas existé, l'Inter a tué la finale. Les gars, dans le football, il y a peu de vérités, mais il y a des vérités qui sont inchangeables, imbougeables. C'est quand tu perds un match 5-0, tu peux refaire un match 15 fois, l'équipe allait perdre son match. Maintenant ok, peut-être pas 5-0, mais la pression qu'a mis et l'aspect décisif que le Paris Saint-Germain a mis dès le début a tué cette équipe psychologiquement. Physiquement, c'est vrai que cette équipe était empruntée. Maintenant, sur un match de 90 minutes, je pense que tu aurais pu apporter plus. Tu aurais pu donner plus. Mais pour moi, c'est aussi simple que le Paris Saint-Germain était une meilleure équipe, que ce soit tactiquement, techniquement ou athlétiquement, que cette équipe de l'Inter. Donc, certes, c'est très décevant d'avoir perdu de cette manière-là, avec ce score, sans jamais avoir montré que tu pouvais renverser la situation, ou au moins t'approcher, donner quelque chose, te battre jusqu'au bout. Même dans l'attitude des joueurs, j'aurais aimé en attendre plus. Maintenant, les gars, moi quand je vous avais dit en preview, je l'avais dit ici dans l'émission L'Agora, que le Paris Saint-Germain était bien meilleur que l'Inter et qu'il y aurait une domination totale, c'est en prenant tous ces facteurs. Et moi, peut-être que je suis moins sévère envers l'Inter, parce que c'est quelque chose auquel je m'attendais. Mais moi, je pense que, comme le PSG, sur ce qu'ils ont fait face à Liverpool et là face à l'Inter, je pense que ce scénario se répétera la saison prochaine, face à de grosses équipes en Europe qui seront en forme. Et on comprendra que ce n'est pas les équipes en dessous, les équipes en face qui sont mauvaises ou nulles, mais c'est surtout le Paris Saint-Germain qui est clairement au-dessus. Donc voilà.
Maintenant, l'Inter, attention à pas tomber dans une fin de cycle qui peut être désastreuse pour le club et pour l'équipe après 4 ans avec Simone Inzaghi, qui ont été fantastiques, couronnés par 2 Scudetto, je pense. Un seul Scudetto, mais quand même une course au titre globalement toute la saison. Là, tu fais une fin de saison décevante où tu pouvais gagner tous les trophées majeurs. Et au final, tu les perds tous. Tu as perdu en finale de Supercoupe d'Italie. Tu t'es fait renverser 3-0 par... non, tu as perdu en finale de Supercoupe. Tu as perdu en demi-finale. Ah, Supercoupe, j'ai cru que tu avais dit Coupe d'Italie, Non, pardon. tu as perdu en Coupe d'Italie 3-0 face à AC Milan. Tu as perdu en finale de Ligue des Champions. Tu as perdu Scudetto sur la dernière journée. Je pense qu'on fera une vidéo là très, très prochainement sur l'Inter, puisqu'on va faire les bilans de saison de tous les grands clubs, en tout cas de ceux sur lesquels il y a le plus de choses à dire. Mais attention à cette fin de cycle qui peut être brutale. On peut rien à rajouter, Malik, sur... Moi j'ai un truc à dire. Désiré Doué, je t'aime. Merci. Bon, un grand merci à vous d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche. Très important. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. On répond à tous les commentaires, on partage. C'est un moment d'échange entre nous et vous. Allez Malik, merci à toi. Merci à Luis Enrique. Et salut. Ciao, ciao.